Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour cette conférence sur la guerre de l'information. Un grand merci aussi parce que on a un nombre d'inscrits qui atteint plus de 250 personnes, donc en live et en présentiel. Donc merci pour ça. Merci de faire vivre l'association parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut se permettre de faire ce type d'événement. Et un grand merci aux intervenants. Donc Christian Arbulot, directeur du CR 451, Arnaud Demorny, directeur adjoint du CR 451, et Nicolas Moinet, professeur à l'Université de Poitiers et chercheur au CEREJ. Donc je vous remercie et puis passez une excellente conférence. Merci. Donc on est heureux d'accueillir Christian Arbulot et Arnaud Demorny. Christian Arbulot, pour rappel, a été un des cofondateurs du Master Intelligence économique en 1996. Donc ça nous fait plaisir, évidemment, de l'avoir parmi nous. Et c'est un des spécialistes de la guerre économique, bien sûr, mais aussi, et ça c'est des fois moins, de la guerre de l'information. Et puis Arnaud qui travaille avec lui au sein du CR 451. Et alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, non pas en définissant tout de suite ce qu'est la guerre de l'information, mais peut-être d'abord en rentrant plutôt dans votre histoire et vous expliquer un peu pourquoi vous êtes mis à vous intéresser à la guerre de l'information, qu'est-ce qui, dans vos parcours notamment, ont fait que ce sujet, qui aujourd'hui est évident pour tout le monde, a été pour vous un centre d'intérêt il y a déjà maintenant pas mal d'années. Peut-être on va commencer par Christian. Alors moi, je suis rentré dans le sujet très jeune, de manière totalement atypique, parce que c'est par le militantisme d'extrême gauche et maoïste en particulier. Et pourquoi le militantisme d'extrême gauche maoïste en particulier? Parce qu'en fait, ce monde des années 60 et surtout 70 pour moi, c'était un monde où cette méthode d'action était systématique et accompagner pratiquement tous les actes militants de l'époque. Et c'est vrai, et c'est pas un hasard que à ce moment-là, on peut dire les choses comme ça, mais il y a eu vraiment un savoir-faire subversif qui a été créé. Et c'est grâce à ce savoir-faire subversif qui a été créé, en particulier en France, que par la suite, et en rebondissant sur cet acquis-là, j'ai été amené à me pencher sur l'évolution de ce savoir-faire, la fusion de ce savoir-faire avec le monde des services spéciaux et jusqu'à l'expérimentation de quelque chose qui en France a été et reste très original, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples en Europe de ce type-là. On raconte dans Guerre économique qui est l'ennemi, donc le premier bouquin que le CR 451 a sorti, comment des anciens du groupe que je dirigeais, donc les NAPAP, ont travaillé avec des gens, les anciens du service action des GSE, sur des opérations, alors plutôt de renseignement offensif au service d'entreprises françaises, mais à l'intérieur de ce micro-univers, j'ai été amené, moi, à m'intéresser, puisque j'ai été sollicité pour ça, à réfléchir sur des opérations de guerre de l'information. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ce serait très long à expliquer tout ça, mais c'est une expérience quand même très originale. Arnaud. Alors moi je suis rentré dans le milieu de la guerre de l'information dans une certaine mesure de manière analogue à celle de Christian. Je dis analogue pas avec le même niveau d'intensité, puisqu'en fait, moi, c'est par la propagande et l'agite-prop politique, elle aussi. Donc, j'ai été pendant très longtemps un militant politique. Je me suis occupé d'organisation du secteur agite-prop d'un parti en particulier. Et donc, on avait recours à l'information d'un point de vue rhétorique, la conviction, mais aussi, en fait, créer des slogans, utiliser l'information de manière impactante, rapide. Et donc, c'était plus tout à fait d'un point de vue strictement rationnel et rhétorique.
Et puis, au fur et à mesure du temps et des discussions et des contacts avec Christian, eh bien, j'ai donné des noms sur des activités empiriques et je me suis dit, il faut participer à l'analyse conceptuelle pour que tout à chacun puisse comprendre les enjeux contemporains sur les sujets informationnels. Et en fait, ça c'est peut-être un autre aspect, c'est qu'en fait la guerre de l'information est devenue une logique qu'on retrouve dans de très très nombreux secteurs. Bien évidemment, on va la définir, mais en tout cas l'utilisation offensive de l'information, au-delà de la pure rationalité, est quelque chose qui se développe. Voilà, et c'est une des raisons pour laquelle je me suis intéressé à ces sujets. Il y a un lien évidemment entre la guerre de l'information et la guerre économique. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'IE de Poitiers et au CEREJ, où on travaille, comme vous le savez, sur l'intelligence économique, on a très rapidement pris ce sujet aussi de la guerre de l'information. Et d'ailleurs, j'en profite, faire un peu de promo, mais pour rappeler surtout qu'en 2021, à une époque où on ne parlait pas beaucoup dans les médias, en tout cas de guerre de l'information, la Revue internationale d'intelligence économique, dirigée par Christian Marcon ici présent, avait fait un numéro sur les guerres pour, par et contre l'information. Donc on a toujours essayé d'être un peu précurseur dans ce domaine, en lien bien sûr avec les travaux du CERF 451 et de l'UGE. Peut-être qu'on peut passer à une définition de ce qu'est la guerre de l'information, parce que aujourd'hui c'est vrai que on entend beaucoup parler de ça, mais tous les concepts se mélangent un peu, fake news, influence, désinformation. Donc si on peut peut-être, Christian, tu veux nous parler des deux types de guerre d'information, par le contenu, par le contenant? Oui, juste un mot avant de passer à ces deux types. Quand on parle de guerre d'information aujourd'hui, on parle pratiquement que de désinformation. Or, et c'est là qu'il y a un problème, lorsqu'on aborde ces questions-là, on se rend compte que la désinformation, tout secteur confondu, c'est-à-dire que ce soit géopolitique, militaire ou autre, ça représente à peu près au grand maximum 15 à 20% de la quantité globale d'attaques informationnelles qui existent aujourd'hui. Et c'est là où il y a un énorme problème, c'est on ne parle que des 15-20%. Et on ne parle pas des 80% qui restent. Et les 80% qui restent, c'est quoi? C'est énormément de place à l'économie, énormément de place à la société civile, aux problématiques culturelles, aux problématiques religieuses, sociétales, etc. Donc ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Alors justement, Arnaud, contenant, contenu, puisque j'ai pas mes lunettes. Vas-y. Donc, on vous a partagé la définition sur laquelle on a travaillé tous les trois sur la guerre de l'information. Donc, je vais vous la donner et je vais vous l'expliquer. Donc, une guerre de l'information. Donc, pourquoi guerre? Parce qu'il y a une confrontation collective et il y a donc des stratégies de confrontation collective. Sinon, on ne parlerait pas de guerre de l'information, on parlerait de manipulation de l'information. Donc, la guerre, guerre économique, guerre de l'information, c'est parce qu'il y a des stratégies collectives de confrontation. Ça, c'est important à retenir, la dimension stratégique. C'est-à-dire qu'il y a des plans. C'est pas juste le hasard et parce qu'on est de mauvaise humeur. Donc, c'est une confrontation immatérielle, puisque en fait, c'est par l'information collective qui a pour but de déstabiliser un adversaire ou un camp adversaire par l'information. Donc il y a deux dimensions dans la guerre de l'information. La guerre de l'information par le contenu, par le message, c'est-à-dire les textes, les discours, les images, les vidéos, la chanson, les bandes dessinées. Donc c'est par le contenu, c'est par le message qui est propagé. Et la guerre de l'information par le contenant, c'est-à-dire le support. Donc le support, ça peut être le livre lui-même, donc une guerre de l'information par le contenant, on interdit la publication d'un ouvrage, mais ça peut être les infrastructures de communication. On fait sauter le hub de tous les câbles Internet qui arrivent à Marseille, il n'y a plus d'Internet en Europe. Et bien donc, s'il n'y a plus d'Internet en Europe, il ne peut plus y avoir de transmission par ce vecteur du message. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'information par le contenant. Donc jusqu'à une époque récente, seuls les États étaient capables
de mener une guerre de l'information par le contenant, par la censure, par l'interdiction, par la destruction d'infrastructures. Et on verra tout à l'heure un cas privé de guerre de l'information par le contenant. Et donc, rien que cela, en soi, ça change la manière d'appréhender, puisqu'on est passé de monopole des États à une diversification, y compris à des acteurs privés. Donc la guerre de l'information, ça recouvre la totalité des champs de la conflictualité, donc désinformation, manipulation, rumeurs, ou controverses, ou rhétorique, ou sophistique, on reviendra sur les termes, pour atteindre des objectifs. L'objectif d'une guerre de l'information n'est pas forcément l'information en elle-même. C'est-à-dire qu'on a un objectif, on veut que notre concurrent dans notre entreprise ne soit pas nommé directeur général, on veut être nommé à sa place, eh bien on met en place une stratégie de déstabilisation informationnelle à l'intérieur de la même entreprise, sur sa réputation, on fait développer des images, etc. Il n'est pas nommé, je suis nommé à sa place. Le but, ce n'est pas l'information, le but, c'est que je sois nommé à sa place. Je veux déstabiliser une société en augmentant ses fragilités sociétales, ce n'est pas l'information qui est le but, c'est la déstabilisation sociétale. Donc ce sont des moyens, des outils. Donc il y a plusieurs parties, il y a différents relais. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la différence contenu-contenant. Alors, on va voir beaucoup de cas dans cette conférence. Peut-être tout de suite pour illustrer les guerres d'information par le contenant. Le cas Elon Musk, peut-être. Oui, ben ça, vous l'avez peut-être en tête. Hein, il est assez récent. C'est quand donc un patron d'une firme de la Silicon Valley qui a créé un système satellitaire particulièrement performant en très peu de temps décide tout simplement de couper Starlink parce qu'il ne veut pas que l'armée ukrainienne lance une offensive sur un point précis. Vous savez que c'est encore un débat puisque le président Trump avait décidé de nouveau de couper le circuit, là il le rétablit. Enfin, mais en l'occurrence, on voit bien de plus en plus, ce que disait Arnaud, hein, c'est-à-dire l'interaction qu'il peut y avoir entre des logiques d'État et des structures ou des infrastructures privées et tout ce qui en découle. Donc ça, c'est un point qui n'est pas factuel et qui ne se répétera pas. Je pense qu'on va avoir de plus en plus des cas de ce genre. Je voulais juste préciser que quand il coupe la connexion Starlink, le but, ce n'est pas l'information. Il veut couper la transmission d'informations d'un acteur pour qu'il ne puisse pas attaquer, d'un point de vue militaire, les navires russes dans le port d'Odessa. Donc il coupe la capacité de transmission informationnelle, et c'est en cela que c'est la dimension attaque par le contenant de la guerre de l'information. Voilà, alors l'attaque sur le contenu, donc je vais vous donner un exemple d'attaque par le contenu qui n'a pas recours au réseau numérique, et c'est un choix tout à fait délibéré, parce qu'il y a une tendance fautive, à mon sens, qui est de croire que la guerre de l'information se passe uniquement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, vous pouvez passer. Donc, le cas France Paratonnerre, donc c'est une entreprise française qui développe une technologie de paratonnerre par avance de phase qui est plus efficace que la technologie paratonnerre par effet de pointe, vous savez, l'antenne paratonnerre. Donc c'est plus efficace, c'est plus économe en matériaux critiques et c'est moins cher. Eh bien, quand la technologie portée par le secteur français du paratonnerre par avance de phase veut le commercialiser, elle se retrouve confrontée à un refus scientifique de reconnaître l'efficacité de la technologie et sa dimension protectrice. Donc, on est dans une situation où on a un quasi-monopole, 80% du marché mondial, il est détenu par des entreprises anglo-saxonnes, anglaises et allemandes. Et pour contrer la venue d'un nouvel acteur sur leur secteur, ils ne vont pas juste dire on est moins cher,
Ils vont faire en sorte qu'il y ait une négation informationnelle sur la nouvelle technologie. Pour ce faire, ils financent la création d'une conférence internationale sur la protection contre les éclairs. Donc on a un secteur industriel qui entre en guerre économique contre un autre secteur industriel, et il passe par la création d'une entité tierce qui est une conférence internationale scientifique. Cette conférence internationale publie des rapports qu'elle envoie non pas à l'opinion publique, qu'elle ne rend pas publique sur Internet, qu'elle ne met pas sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout ce que vous voulez. Ces rapports sont envoyés à des institutions publiques spécifiques. En l'occurrence, l'établissement public du ministère de l'écologie pour la France et la Commission européenne. Donc vous et moi, en tant qu'opinion publique, on n'est pas la cible de cette guerre de l'information. On n'en a pas directement conscience. Donc ils envoient ces rapports, et dans ces rapports, ils disent que la technologie n'est pas efficace, par avance de tas, la technologie française n'est pas efficace, qu'elle est dangereuse, mais en même temps, ils refusent les essais comparatifs et qu'il y ait un dialogue scientifique. Un dialogue scientifique crée un consensus scientifique. Ils nient la démarche scientifique, ils nient la possibilité de la controverse, et en fait, ils attaquent par l'information en disant que c'est dangereux. Bien évidemment, tout ça n'est pas démontré. Donc je ne vais pas développer tout le cas France Paratonnerre, mais c'est pour vous donner un exemple d'une attaque informationnelle pour déstabiliser un acteur sans que ça passe par les réseaux sociaux et sans que l'opinion publique ne soit ni la cible, ni la chambre d'écho ou la chambre d'amplification. Peut-être rajouter quand même, parce que c'est intéressant, donc cette TPE française, qui a inventé donc le paratonnerre à dispositif d'amorçage. C'est une dizaine de personnes, une chef d'entreprise, une femme, Elisabeth Benali-Léonard, qui va reprendre ça. Et ils vont quand même mener une contre-attaque informationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont finalement créer une autre conférence internationale. Et puis avec l'aide, parce qu'on critique beaucoup l'État, mais avec l'aide de l'État français et des centres de services français, ils vont finalement tordre le bras en fait aux anglo-saxons, notamment aux Allemands, et refaire rentrer quand même, on peut le dire, la norme française, donc cette nouvelle technologie, dans la norme, ce qui va sauver le secteur du paratonnerre en France. C'est un cas pour une fois de victoire informationnelle, alors de contre-attaque informationnelle. Là pour le coup. Voilà. Alors, il faut noter que ça a été efficace, la production pendant un certain temps de cette conférence internationale sur la protection contre la foudre, puisque la France, qui avait une norme qui valorisait cette protection, a annulé, a abrogé son décret pour en prendre un autre qui interdisait la technologie française. Et donc en fait, la guerre de l'information par le contenu, ça a une efficacité très très grande. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on l'étudie, parce que dans le cadre d'une guerre économique, la guerre de l'information, c'est ce qui coûte le moins cher. Et donc, comme ça coûte le moins cher, ça a un rapport, une rentabilité liée à son efficacité qui est très très grande. À ce propos, je voulais juste rebondir. Mercredi, là, cette semaine, le CR 451 va sortir un documentaire qui s'appelle « L'agriculture en guerre économique ». C'est un documentaire qui dure plus d'1 heure, qui est pratiquement fait comme un film. Hein. Et je vous encourage vraiment à le voir parce que, en fait, là, on est typiquement dans une opération offensive de guerre de l'information, appelons-le comme tel, que le monde paysan ou agricole français ne sait pas faire pour ses propres intérêts. Alors ça, c'est un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, on découvre que des secteurs entiers, que ce soit dans l'appareil d'État ou dans le monde économique privé, même quand ils ont des moyens humains, financiers et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de communication, de moyens de publicité et autres, sur des questions comme ça, ils sont très démunis. Tout simplement, soit parce qu'ils n'arrivent pas, comme on dit, à s'unifier. Le monde agricole français, qui est pourtant puissant,
n'arrivent pas à s'unifier sur des enjeux apparemment aussi simples que « mais quelle agriculture pour le développement de la France ?» en France, ils ne savent pas. Et ils n'y arrivent pas. Et donc, dans ce documentaire qu'on produit, on l'a fait, nous, CA 451, avec deux objectifs très très précis. Le premier, c'est de sortir une grille de lecture qui n'arrive pas à sortir eux-mêmes. Donc là, pour le coup, c'est une tentative de dialogue forte avec ce monde-là. Et deuxièmement, pour leur dire, ils ne pourront réellement se battre face à leurs adversaires qu'avec un soutien très fort de la société civile française. Donc vous aurez un exemple là, vous pourrez le capter par le site CA451, ce documentaire, et honnêtement, je pense que c'est quelque chose d'original qui illustre bien tout ce qu'on vient de vous dire, et notamment ce que vous a dit Arnaud, c'est que le contenu, c'est devenu un enjeu majeur, alors que la plupart du temps, et tu l'as dit, hein, Nicolas, on parle beaucoup trop du contenant, du cyber. Il y a une mode qui polarise l'attention des gens sur ce contenant, alors que quand on examine ça par la guerre économique, hein, on voit très bien que la plupart des attaques de nature stratégique qui portent atteinte aux intérêts d'entreprises, c'est essentiellement par le contenu et pas par le contenant. Donc ça, faut quand même l'avoir en tête, même si il est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que la guerre de l'information se démocratise, entre guillemets, de plus en plus, et tape un maximum d'acteurs, quelle que soit leur taille. Je me souviens d'une conférence pas très loin de La Rochelle où on parlait de... Il y avait quoi? Il y avait 30 personnes qui représentaient des intérêts économiques. Ça allait du terrain de camping en passant par la toute petite entreprise et quelques PME. Et ben là, il y avait un patron de camping qui était victime d'une attaque au président, comme on dit. Donc cette fameuse démocratisation, c'est que les attaques informationnelles, elles se démultiplient. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une attaque au président, parce qu'on peut... Mais juste un élément d'appréciation, c'est que c'est toujours au départ une erreur humaine. C'est pas un problème de hacking sur un système informatique. Donc il faut bien que vous ayez en tête que tout ce qu'on est en train d'aborder reste hélas au niveau des médias, des chaînes d'information continue, cantonné à toute une petite partie du sujet. Et c'est très étrange de voir à quel point on n'aborde pas le reste, en fait. Donc, on va essayer d'en parler avec vous. Alors, très bonne transition, justement, le reste, on va l'aborder avec les étudiants donc, du Master Intelligence économique et de l'association CELIE, qui vont vous proposer des études de cas très rapides, évidemment, pour vous faire réagir, justement. Donc, certaines sont connues, certaines sont moins connues. Et on va commencer par les maîtres de la guerre de l'information, c'est-à-dire les Russes. Voilà. À vous de jouer. Merci. Donc, on voulait, dans un premier temps, pouvoir aborder ce cas de guerre informationnelle qui prend place au Mali. Petit rappel, en 2013, c'est le début de l'opération Serval, qui a pour but de combattre le terrorisme dans le nord du Mali. En 2014, elle devient opération Barkhane. Celle-ci prend fin officiellement en 2022, quand le président de la République française annonce le retrait des troupes françaises en février, ce qui sera complètement terminé en août 2022. Donc c'est dans ce contexte de retrait des troupes françaises que va prendre place cette affaire entre le 19 et le 25 avril 2022. Donc un laps de temps très court. Le 19, Barkhane quitte officiellement Gossi, une ville dans le nord-est du pays, dans la région de Gao, officiellement quand la base avancée opérationnelle est cédée aux troupes maliennes. Le lendemain, le 20 avril, on repère des mouvements de ces mêmes troupes maliennes accompagnées de troupes Wagner, donc les mercenaires russes. Et on peut aussi observer une annonce sur un compte Twitter affilié au groupe Wagner sur la découverte d'un charnier et une vidéo qui serait bientôt publiée d'après le compte. Le 21, c'est un capteur français qui filme la mise en place
d'un charnier par les forces maliennes, accompagnées encore une fois de troupes de Wagner, qui sont eux-mêmes en train de filmer la scène au sol. Le même jour, la vidéo filmée par les Russes et les Maliens est publiée sur le compte Twitter, toujours affilié à Wagner, et met en cause l'opération Barkhane, les Français. Le lendemain, c'est le gouvernement français qui, sur France 24, va diffuser la vidéo qui met en cause, dans ce cas-ci, Wagner. Le 25 avril, c'est le Mali qui va finalement accuser la France d'espionnage à cause de ce capteur qui a filmé cette opération. Il y a deux questions qui peuvent se retirer de ce cas précis. Tout d'abord, par rapport à la suprématie russe dans la guerre de l'information, suprématie supposée ou avérée. On parle souvent de ce pays comme les meilleurs dans l'attaque, dans l'offensive informationnelle. Mais il y a aussi un intérêt, je trouve, à analyser la réaction française. Elle a été rapide, ce qui, dans ce genre de cas, est indispensable. Mais y a-t-il eu un manquement? Puisque, au final, le Mali et la population malienne n'a pas été très sensible à la réponse française et a continué à accuser la France. Donc, doit-on y voir un problème dans la tactique française dans ce cas-là, qui peut peut-être même se généraliser à toute la stratégie française dans la guerre d'information? Alors, c'est un cas d'école, en fait, le cas que vous avez choisi, parce que effectivement, l'armée française fait le job, détecte par un drone la manipulation que des Russes et des Maliens sont en train de construire, c'est-à-dire fabriquer une fausse accusation contre la France, disant que la France est l'auteur d'un charnier dans une zone précise du Mali. La réaction française, c'est très vite de montrer des images et avec une intervention officielle du général Yanni, qui est auprès du chef d'état-major des armées, le général Bucart, a en charge ce type de problème. Et en fait, ce que vous posez comme question, c'est ça que je trouve très important, c'est mais qui c'est qui a gagné en fait dans toute cette histoire? Alors, c'est pas les Français. Alors pourquoi c'est pas les Français alors qu'ils ont démontré qu'on essayait de les piéger, qu'ils font une communication exactement en temps réel, qu'ils amènent les éléments de preuve par des images filmées par un drone français, etc. Pourquoi les Français ils ont perdu? Les Français ils ont perdu parce qu'en fait, côté malien, côté population, ils sont pas là finalement. C'est-à-dire que les Russes, là où ils sont malins, c'est que ils sont là, eux, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont profiter des queues de comètes de l'anticolonialisme qui continue à vivre en Afrique subsaharienne, et ils sauront, par leurs alliés maliens, avoir un réseau humain de personnes intermédiaires en local avec lesquelles ils passent des informations qui peuvent être même au niveau de la rumeur, mais ils occupent le terrain informationnel. Nous, côté français, on l'a pas, ce réseau. Et on l'a pas, pourquoi? Tout simplement parce que on est dans un certain état d'esprit des relations entre la France et l'Afrique subsaharienne, avec des réseaux de bases militaires, avec un appareil diplomatique, avec un ancien ministère de la coopération qui a été fondu dans le Quai d'Orsay, mais on n'est pas en posture de combat informationnel, parce que c'est ça la phrase clé, pour dire attention, on a une menace très très forte qui commence à voir le jour en Afrique. On sait qu'on est très fragilisé parce que la France n'a plus réellement de stratégie sur l'Afrique. Et là, l'histoire commence très mal. Donc on est déjà dans un état d'esprit ultra défensif. Et pour faire face aux Russes, faut pas simplement avoir aussi un réseau local, faut savoir quelle stratégie on a à leur opposer sur le terrain africain. Et comme on n'a pas de stratégie réellement, déjà, là, on a perdu avant même d'avoir commencé. Donc, il faut bien que vous compreniez que ce cas, et vous avez eu 1000 fois raison de le choisir, il montre tout le paradoxe du système français. C'est-à-dire une armée capable de réagir, même en jouant sur le facteur chance avec le drone qui prend l'épreuve, mais
lorsqu'il y a une communication en France, en fait, elle sert à rien parce que les Français s'en moquent de cette histoire. Il n'y a pas vraiment de prise, personne ne s'intéresse vraiment au sujet. Et côté population malienne, on n'est pas sur le terrain pour récupérer éventuellement les acquis de l'opération, et on est d'autant moins sur le terrain que le pouvoir politique français à la tête du pouvoir, des autorités, enfin en gros le gouvernement, n'a pas de stratégie pour déclencher quelque chose de durable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cas d'école, et le plus délicat dans l'histoire, c'est que tout le monde essaie de se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire l'armée française dit on a fait le job. Oui et non. Oui, parce que vous avez montré par le drone que les autres essayaient de mentir en montant de toutes pièces un faux charnier. Non, parce que finalement, la communication côté Ballard, ministère des Armées, elle n'a pas servi à grand-chose parce qu'il n'y a pas de résonance dans la population française. Ça n'intéresse pas. Et tout ça, ça pose un problème important. Je voudrais apporter un complément sur ce cas. Là, c'est l'usage du faux donc pour faire de la guerre de l'information. Mais les Russes, ils sont forts parce qu'ils sapent dans le temps et ils utilisent aussi le vrai, bien sûr, en mettant la focale sur une partie du vrai et en la médiatisant. Un an avant cette affaire, vous avez un article dans Le Monde, passe totalement inaperçu, sauf auprès de quelques experts, qui dit la chose suivante. Il dit qu'en France, à Grenoble notamment, il y a une fondation qui vient d'être créée et qui va à la rencontre des victimes de violences policières pour les aider financièrement, médiatiser ces violences, qui peuvent être réelles, c'est pas la question, et leur payer des avocats, etc. Et l'article du Monde, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il vous raconte que cette fondation, en fait, lorsqu'on regarde qui est derrière, on est en 2021, c'est avant donc l'attaque de l'Ukraine, on ne parlait pas encore beaucoup du groupe Wagner auprès du grand public, elle est financée par un certain Evgeny Prigojine. Vous savez, celui dont l'avion est tombé suite à une panne de moteur. Non, c'est pas ça. Et donc, Evgeny Prigojine et Wagner financent en France une fondation contre les violences policières. Mais pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce que, évidemment, les victimes de violences policières sont largement, enfin ceux en tout cas qu'ils vont financer, évidemment, sont d'origine d'Afrique subsaharienne, et qu'ensuite, par des canaux médiatisés, les chaînes russes, RT ou Sputnik ou d'autres chaînes, évidemment, dans ces pays africains où on s'appuie sur l'anticolonialisme, etc., on va bien montrer que la France, elle est très méchante en plus, etc. C'est un travail de sape, et là, qui n'est pas sur du faux, qui est simplement sur des faits probablement exacts, bien sûr, sur lesquels on met la lumière, mais c'est un travail de longue haleine, avec peu de moyens, mais très efficace, qui contribue en fait à cette déstabilisation informationnelle. Je voudrais dire 2 mots aussi sur ce cas. Alors déjà, pour le résumer, c'est que c'est une victoire du renseignement et à la fois une défaite informationnelle. Parce qu'il faut toujours se poser la question, quand il y a une guerre de l'information ou un usage offensif de l'information, quelles sont les cibles ? Quelles sont les cibles ? Est-ce que les cibles de l'attaque informationnelle, c'était l'opinion publique française ? Est-ce que c'était l'opinion publique internationale avec comme arrière-pensée des poursuites devant la Cour pénale internationale ? Et est-ce que c'était l'opinion publique africaine ? Si on considère que c'était juste l'opinion française, ce que je ne considère pas, eh bien à ce moment-là, la réponse de l'armée et du gouvernement était appropriée. On fait un communiqué de presse où la ministre qui défend les intérêts français, et tout le monde sait que la ministre défend les intérêts français, enfin, on l'imagine, qui parle pour le gouvernement. Donc en fait, ça relève des relations publiques, mais c'est le niveau le plus bas d'une stratégie informationnelle. C'est quand une institution parle d'elle-même pour défendre ses intérêts. Si c'est l'opinion publique africaine, la cible, mais il n'y a eu aucune stratégie informationnelle à destination de l'opinion publique africaine, hormis France 24. Si c'est l'opinion publique internationale, on peut se dire, l'opinion publique internationale regarde France 24, regarde les journaux français. Mais est-ce que c'est bien sérieux ?
hein. Est-ce qu'il ne faut pas choisir des vecteurs de transmission de l'information appropriés à toutes les cibles dont on se dit que l'attaquant les avait ciblés? Vous jouez au foot, vous m'attaquez en jouant au foot, moi je vous réponds en jouant au handball, je ne respecte pas le cadre, ben je perds. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé de mon point de vue. Et ce qui est d'autant plus gênant, c'est que tous les acteurs disent que c'est une victoire. Le gouvernement et l'armée. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une émission de télévision, ça a été cité comme une victoire de l'armée française d'un point de vue informationnel. De notre point de vue, c'est une défaite informationnelle. Victoire du renseignement, défaite informationnelle. Merci. Alors on n'a pas besoin d'aller aussi loin que la Russie. On peut aller moins loin, c'est ça? Je crois que le cas suivant est un petit peu plus proche. C'est ça. Le sujet qu'on va aborder à présent, c'est l'ingérence allemande dans le nucléaire français. Donc aujourd'hui, nous savons que grâce à plusieurs investigations et rapports, notamment deux de l'école de guerre économique, produits en mai 2021 et juin 2023, ainsi qu'un rapport du comité d'intelligence stratégique pour la souveraineté, qui a produit un rapport aussi en avril 2023, que l'Allemagne a mis en place une politique de déstabilisation de la filière nucléaire française, avec une stratégie bien établie pour nuire directement sur notre territoire national. Alors évidemment, on se demande par quel biais l'Allemagne peut interférer directement sur notre territoire. En fait, en Allemagne, il existe ce qu'on appelle les fondations politiques, qui sont des organisations qui œuvrent pour l'éducation politique et la coopération internationale, et qui sont directement affiliées aux partis politiques représentés au Bundestag, qui est l'Assemblée parlementaire allemande. Et ces organisations elles sont directement financées par le budget fédéral. Et c'est donc à travers celles-ci que les actions pour interférer dans les affaires politiques et économiques des partenaires étrangers, notamment celles de la France, sont possibles. Alors ces fondations elles sont utiles sur plusieurs plans. La préparation du terrain pour une coopération officielle, la propagation idéologique, le façonnement des élites sociopolitiques locales, la défense des intérêts économiques allemands et plein d'autres sujets. Et donc pour répandre leurs idées, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont influencer le débat public en produisant du contenu orienté, en finançant des associations et ONG qui suivent leur idéologie, et en organisant des rencontres avec des personnalités influentes. Donc, au moyen de ces opérations d'influence antinucléaire sur le territoire français et de déstabilisation de la chaîne d'approvisionnement en uranium à l'étranger, notamment au Niger, les fondations Heinrich Böll, qui sont proches du parti Bündnis 90, je vais pas me tenter à le dire en allemand, et le parti Die Grünen, qui sont respectivement l'Alliance 90 et le parti écologique, ainsi que la fondation Rosa Luxembourg, eux proches du parti Die Linke, et qui sont donc la gauche allemande. Et donc ce sont ces deux fondations qui jouent un rôle clé dans le ralentissement du développement de la filière nucléaire en France. Donc là où je voudrais en venir, et la question que je voudrais poser à Monsieur Demorny, c'est: sommes-nous témoins d'une véritable guerre de l'information orchestrée au sein de l'Union européenne? Et comment la France et l'Europe doivent-elles y répondre? Alors, je vais commencer par la dernière question. Alors, à quel point les stratégies de déstabilisation informationnelle menées par l'Allemagne contre le secteur nucléaire français sont-elles légitimes? Eh bien, de mon point de vue, elles sont totalement légitimes du point de vue des Allemands, parce qu'il est légitime qu'un pays défende ses intérêts ou sa vision politique d'un certain nombre de sujets. Ce qui n'est pas légitime, c'est que la France ne défende pas ses intérêts. Ça n'est pas légitime. Que l'Allemagne défende les siens, ça l'est. Bon, donc déjà, la légitimité, c'est en fonction de l'acteur. Hein. Bon. Deuxième point, quelles sont les stratégies qui sont développées par ces ONG constitutionnelles? Vous avez évoqué qu'elles étaient financées dans un cadre légal, les partis, etc. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les étudiants qui ont travaillé ont identifié que le gouvernement fédéral allemand avait financé des projets spécifiques sur le fondement d'appel à projets. Donc c'est un autre budget, et c'était un budget qui ne s'appelait pas « Allez, on va déstabiliser le nucléaire français », c'était comment on promeut
la transition écologique et comment on lutte contre le nucléaire. Mais quand on s'intéresse un peu à quels sont les acteurs en Europe du nucléaire, on comprend bien de quoi il s'agit. Donc en fait, ces deux organisations ne sont pas intervenues sur le même sujet. C'est-à-dire que la Fondation Heinrich Böll est venue déstabiliser le nucléaire français en France, et la Fondation Rosa Luxembourg est venue attaquer les mines françaises au Nigeria. Je vais commencer par le dernier sujet. Il faut savoir que parmi les acteurs qui font du minage d'uranium au Nigeria, la France arrive comme étant le 8e acteur. Donc en fait, il y a 7 acteurs qui sont plus importants au Nigeria sur le minage, au Niger, sur le minage de l'uranium. Les Chinois, les Américains, les Russes, et puis d'autres acteurs, je ne me souviens plus exactement, il y a le Canada qui est aussi très important. Et ils ont décidé d'attaquer la France, 8e. On aurait pu se dire, ils peuvent attaquer les Russes, les Chinois, les Américains, les Canadiens, non. Et donc ils ont attaqué en utilisant des arguments assez habituels sur pollution, prédation économique, ce genre de choses. La Fondation Heinrich Böll, elle est venue en faisant plusieurs choses. La première, elle a financé des opérations de déstabilisation par les Amis de la Terre, le consortium, dont on a entendu parler dans un autre sujet qui était dans le scandale du Green Deal. Mais en fait, c'est le même consortium qui, en fait, se partage des formations, des financements, et sont des relais les uns des autres des communications et des attaques informationnelles. Et donc, en fait, ils se citent, ce qui donne une apparence de crédibilité, voire dans certains cas, une apparence du caractère scientifique des attaques qu'ils font. C'est-à-dire, comme l'a dit le rapport de Diossi, comme le dit le rapport, donc une fois que vous avez 15 articles qui citent un même rapport, eh bien, il y a un certain nombre d'acteurs de l'information, des journalistes par exemple, qui ne vont pas jusqu'à l'origine du rapport, mais qui se contentent de dire c'est une source fiable parce que c'est cité par des sources fiables. Ce que je vous dis est une logique qui est devenue une logique normative, puisque c'est le principe du DSA européen. C'est-à-dire que les sources fiables produisent de l'information fiable. C'est une tautologie. Tu as peut-être des choses plus précises à dire sur ce sujet ? Juste pour remarquer une chose, c'est que ce que le GE a fait en s'auto-missionnant sur ce sujet-là, par le biais de ses étudiants, c'était à l'appareil d'État de le faire. C'était à la haute administration de déclencher ce type de réaction. Et là, on voit bien qu'il y a un premier problème récurrent dans le système français, c'est que dans le domaine de la guerre d'information, et on est bien placés tous les trois pour le savoir, la posture de l'appareil d'État, elle est purement, dans le meilleur des cas, défensive. Elle alerte. Il est clair que sur la question du nucléaire, les services de sécurité français, là c'est pas tellement de renseignement, mais de sécurité, ont envoyé des notes pour alerter les différents gouvernements qui se sont succédés, comme quoi il y avait une aide étrangère d'un pays proche du nôtre, l'Allemagne en l'occurrence, qui arrivait dans les poches d'un certain nombre de structures écologistes. Et cette aide étrangère, c'était pas des opérations Mère Teresa, c'était pour appuyer une contestation antinucléaire en France, afin justement qu'il y ait une pression à l'intérieur du système français pour que l'industrie nucléaire soit affaiblie, son image soit pénalisée, etc., etc. Et ça a très bien marché, et ça a d'autant mieux marché que les gouvernements n'ont pas réagi. Je parlais de stratégie tout à l'heure. Pas de réaction, qu'il soit de gauche ou de droite, hein. Pas de réaction. Et deuxièmement, là on retrouve un peu le problème de l'organisation même de notre système. C'est-à-dire les services de sécurité, ils font des notes d'alerte, des fiches, tout ce que vous voulez. Ils alertent, point. Mais ils n'agissent pas. Et ils agissent d'autant moins que le pouvoir politique ne donne aucune directive pour qu'il y ait réaction. Ce qui veut dire que quand nous, on s'est emparé du sujet de manière simple. On a constaté, qu'il fallait créer une grille de lecture, c'est-à-dire expliquer
comment l'Allemagne en était arrivée là. Pourquoi un pays, rappelez-vous le mythe du couple franco-allemand, qui théoriquement est très proche de nous, en arrive à saboter une partie de notre appareil industriel. Comment ça a pu se faire? Et là, quand je parle de grille de lecture, c'est de revenir sur l'histoire politique allemande, sur l'histoire de l'après-guerre, sur l'histoire économique, etc., pour essayer de reconstituer les pièces du puzzle. Et deuxièmement, et ça c'est plutôt le cas du premier rapport qu'on a sorti, le rapport Jatak sur l'Allemagne, et le deuxième rapport pour voir mais comment ils s'y sont pris, et là on a concentré notre attention sur les deux fameuses fondations dont on vient de parler. Mais, je le répète, la surprise qui, moi, m'a le plus étonné d'une certaine manière, c'est d'aller ensuite dans le milieu nucléaire français, chez EDF, de discuter avec des gens du CEA, etc., et de constater que ils étaient bien contents qu'on ait fait le job, pas eux, que nous avons fait le job en nous auto-missionnant. C'est-à-dire que personne nous a demandé de faire ce job. Et là, alors bon, tant mieux que ça se passe comme ça, à la limite, mais il y a quand même un énorme trou dans la raquette, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans les questions de confrontation informationnelle, que ce soit de guerre de l'information ou sur d'autres différents aspects, Arnaud parlait d'art de la rhétorique, c'est-à-dire où un argument est opposé à un autre, démontré, sourcé, etc. Mais on ne peut pas rester que défensif. Et tout le problème est là, c'est-à-dire nous sommes dans un contexte en France où il faut qu'on passe à une posture offensive, et c'est le débat du moment. Donc oui, il y a une guerre de l'information en Europe. Alors, on ne va pas oublier les États-Unis quand même. Ce serait dommage. Oui, Je crois que c'est un peu d'actualité en plus. C'est vrai que dernièrement, que ce soit Trump ou Vance, voire même Musk, on en entend parler à peu près tous les jours. Ici, je voudrais revenir plus précisément sur la conférence de Munich, le 14 février. À l'occasion de celle-ci, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, s'est montré très critique devant les représentants européens. Il a appelé à changer de cap sur l'immigration en disant qu'il n'y a pas de sécurité si on a peur de l'opinion de ses propres citoyens. Pour appuyer son propos, il a fait référence à l'invalidation du premier tour des élections roumaines par la Cour constitutionnelle, du jugement d'un militant chrétien ayant incendié le Coran en Suède et des sanctions infligées à un ancien soldat anti-IVG en Grande-Bretagne. Pour la Roumanie, il s'est montré très perplexe quant à la théorie d'une influence russe par les réseaux sociaux. Je le cite. Si quelques centaines de milliers de dollars en publicité numérique étrangère peuvent anéantir une démocratie, c'est qu'elle n'était pas très solide. Dans ce genre de cas, est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre ou de manipulation de l'information, ou est-ce qu'on est plutôt face à une lutte d'influence, voire même à simplement de la communication politique ? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est représentatif des stratégies et capacités, ou de leur absence, dans le domaine pour les États-Unis ? C'est déjà de la communication. C'est-à-dire que là, on a le vice-président des États-Unis qui prend la parole, qui s'adresse à un public, qui s'adresse à l'opinion publique internationale, en fait, et qui soulève un certain nombre de points qui peuvent nous irriter, nous poser problème, nous choquer, etc. En revanche, il est clair que en ce moment, dans le contexte ukrainien, le débat semble très public. C'est-à-dire, la guerre de l'information, c'est des choses qui sont souvent très indirectes. C'est-à-dire, c'est des manœuvres d'appui qui ne viennent pas de l'auteur qui revendique une action ou une stratégie ou une politique, mais c'est des forces d'appui qui ne représentent pas son drapeau, qui sont hors de son système officiel tel qu'il apparaît, que ce soit le gouvernement américain ou d'autres choses de ce type-là. Et en ce moment, en fait, en France, on a un problème qui est simple, qu'on peut résumer de manière, j'allais dire, évidente.
qui est la force la plus influente en France depuis l'après-guerre dans les jeux informationnels? Est-ce que ça a été l'Union soviétique ou est-ce que ça a été les États-Unis d'Amérique? Vous connaissez la réponse. La force d'influence, la plus influente, ça a été les États-Unis d'Amérique. Mais c'est un non-dit. Mais c'est quelque chose qui, même avec l'arrivée d'un Trump qui prend tout le monde à contre-pied, dans les milieux pro-atlantistes français, dans les milieux qui étaient en fait depuis très longtemps habitués à cette réalité, ces gens-là se retrouvent en situation de grand écart parce qu'ils se retrouvent face à un président des États-Unis, son vice-président, une administration américaine à ses ordres qui chamboule tout, qui remet en question tous les points de repère qu'on avait depuis 1945. C'est-à-dire, il peut apparaître aujourd'hui des jeux de communication politique, vous en avez cité un, mais il peut y avoir aussi des logiques d'influence, et il peut y avoir aussi, hélas, des opérations de guerre de l'information menées par les États-Unis contre nos intérêts, et notamment nos intérêts économiques. Et là, le problème, vous avez tout de suite compris la difficulté du problème, c'est que dans la France de 1945 jusqu'à aujourd'hui, ce que j'évoque là, c'est un non-dit. Qu'est-ce que ça veut dire un non-dit? C'est que quand des services de sécurité français, voire de renseignement, relèvent ce genre de choses, dans la pile des notes qui sont remises vers le pouvoir exécutif français, ce n'est pas les notes qui arrivent en premier. Et c'est parfois les notes qui arrivent en dernier et parfois qui n'arrivent pas du tout. C'est-à-dire que le fait d'assumer cette pression américaine qui existe depuis 1945 et qui est dans le non-dit, puisqu'en fait, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, on voit ressurgir ça avec une certaine violence à cause de Trump, à cause de sa manière de faire, mais on découvre le fil à couper le beurre, c'est-à-dire que tout ça existe depuis très longtemps. Mais on n'en parle pas, c'était un sujet tabou. Si vous regardez la chaîne de télévision qui s'appelle LCI, vous n'en entendrez pas parler. Mais même si vous regardez CNews, vous n'entendrez pas parler. Et encore moins France Télévisions. Donc, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que face aux cas que vous avez évoqués, tant que c'est de la communication politique, on peut en parler. Dès qu'on bascule dans l'influence, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et si on bascule dans la guerre de l'information, alors là, ça devient un problème majeur. Alors deux choses. La première, c'est que, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur l'analyse du cas au Mali, la guerre de l'information, pour être efficace, la cible ne doit pas identifier quel est le bénéficiaire ultime. Elle doit identifier éventuellement qui est porteur des messages. Donc elle peut éventuellement identifier les tiers relais. Mais si vous communiquez à votre propre intérêt, vous avez déjà votre interlocuteur, il lève une petite barrière cognitive, il dit oui, elle va défendre ses intérêts, il va défendre ses intérêts. Il ne faut pas confondre la guerre de l'information et la brutalité de la communication politique. Ce sont deux choses totalement différentes, et ce que fait Vance, c'est de la brutalité dans la communication politique. La différence entre ce qui se passe actuellement et ce qui se passait avant, c'est que nous sommes témoins. On ne l'était pas avant. Je vous rappelle la scène, Nicolas Sarkozy a un entretien avec Vladimir Poutine. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Nicolas Sarkozy sort dans un état de conscience différé ou alternatif. On a l'impression qu'il est drogué ou qu'il a bu. En fait, il est choqué, traumatisé par la violence des menaces que Vladimir Poutine lui a faites. On le sait parce que, en fait, il y a eu des témoignages, il y a eu des articles de presse a posteriori.
Donc, qu'entre deux présidents, il y en ait un qui intimide, menace, soit hyper violent, ça se passe tout le temps. La différence, c'est qu'on assiste, nous, à ce type de situation. Et donc, en fait, c'est temporairement, on a le statut de conseiller présidentiel parce qu'on rentre dans le secret des dieux. On n'y avait pas accès avant. À propos d'intermédiaires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour avoir une idée du faible coût, ça a été documenté par les journalistes qu'Émy Seba a été payé pendant 5 ans par la société militaire privée Wagner. 300 000 € sur 5 ans. C'est l'équivalent du paiement d'un fonctionnaire de catégorie B sur la même période. Je répète, un des influenceurs principaux utilisés par Wagner était payé comme un fonctionnaire de catégorie B. Je me dis que peut-être qu'on a quand même les moyens de faire ce type de choses, c'est-à-dire de constituer des tiers relais pour que justement le message des intérêts français ne soit pas promu uniquement par des représentants français. Justement pour que cette barrière cognitive, il va essayer de nous manipuler, il défend ses intérêts, n'existe pas dès le départ. Peut-être qu'on peut passer à un grand absent pour l'instant, qui n'est quand même pas un petit pays. Oui, tout à fait. Ouais. Après avoir eu un aperçu de ce que certaines des grandes puissances ont su faire en termes de guerre d'information, on peut évidemment se demander quel est l'état des lieux de la guerre de l'information en Chine. Donc il y a certains chercheurs qui se sont posés la question. Donc il y a notamment un rapport de l'IRSEM, qui est donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui a été publié en octobre 2021 et qui est entièrement consacré à la stratégie d'influence chinoise, avec un chapitre consacré à la manipulation de l'information. Donc évidemment, on sait que dans un monde où l'accès à l'information façonne les opinions et influence les rapports de force internationaux, la Chine s'est imposée effectivement comme un acteur central plutôt. À travers une combinaison de contrôles internes rigoureux et d'initiatives visant à renforcer son influence médiatique à l'étranger, Pékin cherche à maîtriser le récit autour de son modèle politique et de ses ambitions internationales. Donc, ce qu'on sait de la guerre d'information en Chine, c'est que la majeure partie des efforts, elle est consacrée à l'intérieur des frontières, avec notamment la mise en place d'un système qu'on appelle The Great Firewall, et qui se manifeste par la répression des voix dissidentes et la manipulation des réseaux sociaux, qui garantissent un monopole de l'information au profit du régime. Tandis qu'à l'international, la Chine déploie des stratégies d'influence qui visent à promouvoir son modèle politique, à contrer les critiques et à façonner une image favorable sur la scène mondiale. Mais on ne parle que peu de véritables actions de manipulation de l'information qui seraient menées par le régime. Donc, partant de ce postulat, il est légitime de se demander si la stratégie chinoise se cantonne-t-elle à l'influence et au soft power, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une approche plus globale, intégrant des éléments de guerre de l'information. Moi, je peux rappeler 2 choses importantes. C'est-à-dire que quand on parle de la Chine, il faut vraiment avoir en tête, d'un côté, la dimension renseignement. Donc le rapport de l'IRSEM dont vous avez parlé met très fortement le projecteur sur la manière dont la Chine utilise cette dimension renseignement, déclinée sous différentes formes. Et puis, il y a l'autre dimension, qui est la dimension guerre de l'information. Il se trouve, et ça, tu t'en souviens, qu'on avait mené, il y a un certain nombre d'années, une opération conjointe avec le DSS Poitiers à l'époque, sur les Jeux Olympiques. Et qui était, je trouve, une fois de plus, on s'était auto-missionné, EGE et DESS Poitiers, pour travailler sur les confrontations informationnelles sur la question des Jeux Olympiques. C'est-à-dire la manière dont les villes défendaient leurs dossiers
au-delà du simple dossier technique classique, c'est-à-dire l'aspect financier, le respect des règles et du cahier des charges imposé par le Comité international olympique, etc. C'était un travail que je trouve qui avait été très précurseur. Pourquoi ? D'abord parce que là, ça nous avait permis d'identifier des jeux informationnels qu'on pouvait assimiler d'une certaine manière déjà à la guerre de l'information. On l'a vu se préciser au niveau des Jeux de Pékin, avant que Pékin soit nommé pour organiser les Jeux olympiques d'été, puisque là, on a vu apparaître une contre-attaque informationnelle de la Chine parce qu'il y avait une déstabilisation occidentale de la candidature de Pékin pour ces Jeux olympiques. Et là, on est vraiment sur le terrain de la guerre de l'information. Mais c'est le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire lorsqu'on a une vraie culture générale de tout ça. La Chine, c'est quoi l'état des lieux? Quand la Chine a rompu ses liens avec l'Union soviétique, donc le fameux schisme entre la Chine communiste et l'Union soviétique, elle a cherché à créer une nouvelle internationale des partis communistes pro-chinois dans le monde. Le résultat a été très, très médiocre. C'est-à-dire que les partis communistes pro-soviétiques ont largement tenu le choc et ça a été très compliqué pour la Chine communiste dans les années 60-70 de faire apparaître une offre concurrente dans le monde du communisme international. Donc, premier élément d'appréciation, la Chine communiste n'a pas été bonne dans la guerre, on peut dire de l'information qu'elle a menée contre l'Union soviétique dès le moment où c'était devenu pratiquement un ennemi, un concurrent, mais même un ennemi idéologique. C'est une observation qui est très 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 importante. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas été bonne à l'époque du maoïsme flamboyant, de la révolution culturelle chinoise et de tous les groupes qui pouvaient exister et qui se revendiquaient de la Chine en dehors de la Chine? Je ne suis pas persuadé que les chercheurs de l'INSERM se soient beaucoup penchés sur cet aspect-là. Deuxième constatation, quand on prend la Chine, à partir du moment où elle va changer de cap complètement, donc l'ère Deng Xiaoping jusqu'à aujourd'hui, la Chine a été très très bonne dans le double langage, dans la manière dont elle a piégé une partie du monde occidental. En revanche, sur le terrain spécifique de la guerre de l'information, la Chine a été particulièrement mauvaise une fois de plus. Rappelez-vous le fameux cortège olympique qui a été déstabilisé par l'ONG française Reporters sans frontières. Rappelez-vous les tensions diverses et variées qui ont amené la diplomatie chinoise par le biais de ces diplomates officiels à prendre part à des débats frontaux dans le monde occidental. Le fameux ambassadeur de France l'ambassadeur de Chine en France, donc à Paris, qui était sur les plateaux de télé, qui croisait le fer, et là on retombe sur la communication politique, mais sur le terrain de la guerre de l'information au sens strict du terme, la Chine n'est pas vraiment opérationnelle. Nous, on l'a vécu à notre petit niveau. Le GE a sorti 2 rapports au moment du Covid contre la Chine. Un premier, la Chine est-elle une puissance dangereuse? De nouveau, on s'est auto-missionné. Et le second, quelques mois plus tard, pour dire, mais au fait, le Parti communiste dit ça en Chine, qu'est-ce qu'il a fait réellement? À la suite de ça, on a eu du côté chinois une vidéo de 25 minutes publiée 2 jours après la publication d'un des rapports contre moi. Ah oui, pardon, t'as raison. On a fait un documentaire au CR 451, donc c'est arrivé bien après. Tu as 1000 fois raison, Arnaud. Et quand on a mis en ligne le documentaire, que vous pouvez aller regarder, hein, il est consultable par le CR 451 ou la chaîne YouTube, 2 jours après la publication de ce documentaire, une vidéo de 25 minutes contre moi. Mais,
petit détail, cette vidéo de 25 minutes, ils la mettent, la positionnent sur le net pour qu'elle ne soit pas vue. C'est-à-dire, elle a été vue par 7 personnes. C'était, dont nous bien sûr, c'était le GE, vous commencez sacrément à nous les briser sévères. Attention, pour parler très vulgairement. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi ils n'ont pas cherché à faire voir cette vidéo? Parce que, en fait, notre démarche, c'était de parler de l'expansionnisme économique de la Chine à travers le monde. Et dans les 25 minutes, il n'y a pas un mot là-dessus. Parce que c'est leur point faible. Parce que tout le travail de démonstration, comment la Chine part à la conquête du monde de manière offensive sur le terrain économique, ce qui nous amène dans nos travaux communs à sortir le petit dossier « Qu'est-ce que l'accroissement de puissance par l'économie ?» par exemple, eh bien là, ils ne voulaient pas aller sur ce terrain-là. Ils ne voulaient pas aller sur ce terrain-là parce qu'ils savent que ça va être très compliqué pour eux de dire « Non, non, on n'est pas du tout expansionniste économique. Écoutez, notre président qui va à Davos, qui défend le libéralisme économique, etc. » C'est-à-dire on entrait dans les coulisses de la stratégie réelle du Parti communiste chinois depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, ne nous trompons pas sur les terminologies et sur ce que ça signifie. La Chine, pour des raisons assez intéressantes à étudier, n'est pas bonne en guerre de l'information. En revanche, oui, elle est bonne en pression psychologique, elle est bonne en influence dans un certain nombre de domaines. Dans l'histoire des confrontations économiques, on commence un peu à en avoir une idée du cheminement des confrontations économiques depuis le début de l'histoire humaine. C'est quand même un des premiers pays à avoir mis sur la table une stratégie en disant les routes de la soie, voilà comment on va s'y prendre pour conquérir tel marché. Et c'est des sources ouvertes et c'est de la communication. Combien de pays a mis sur la table une stratégie équivalente en la revendiquant? D'accord? Donc là, oui, les Chinois sont bons. Ils sont bons dans la communication, ils sont bons dans la pression. On a vu toutes les pressions qu'ils ont exercées au moment du Covid, sur l'OMS en particulier, et surtout pour qu'on ne revienne pas sur l'histoire du laboratoire, le fameux laboratoire à Wuhan, etc. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'ils ont tenté, dans l'influence, de lancer les fameux instituts Confucius. Ça n'a pas très bien marché. Et là, ils arrivent avec quoi ? Eh bien, avec un autre système qui n'est plus de l'influence, qui est de la pression psychologique. C'est-à-dire, en gros, ils viennent à notre contact par l'Académie des sciences sociales, qui a été créée d'abord à Pékin et qui a développé ses antennes ensuite en Chine, en disant maintenant on existe et il va falloir prendre au sérieux ce qu'on raconte, ce qu'on invente. Bref, ils sont dans un rapport de force frontal. Ils sont plus dans l'indirect. Mais on n'est pas dans la guerre de l'information. Donc, j'insiste lourdement, quand on aborde ces questions-là, il faut vraiment être très très précis pour savoir qui est bon dans quoi et qui n'est pas bon en quoi et comment on l'explique. Et là, moi, la principale critique que je mets sur la table par rapport à l'IRSEM notamment, qui est très inspiré des sources américaines, et notamment des services de renseignement américains. Oui, le rapport est très intéressant sur la partie renseignement et influence, mais en revanche, non. La guerre de l'information chinoise, elle reste à inventer, et je pense qu'ils ont un mal fou à la créer pour une raison très simple. C'est d'abord la priorité absolue du Parti communiste chinois, c'est le contrôle de leur population. C'est ça la priorité absolue. Que lorsqu'on a vu se développer à Hong Kong, par exemple, des opérations de guerre de l'information menées indirectement par les Britanniques et les Américains, notamment leurs agences de renseignement, pour prendre appui sur Hong Kong afin de déranger la Chine, qu'a fait la Chine ? Elle a eu énormément de mal avec la révolution des parapluies, avec des mouvements qui pourtant étaient totalement soutenus par des agences de renseignement occidentales, britanniques et américaines. Comment la Chine s'est-elle emparée d'Hong Kong ?
en profitant du Covid, en profitant des logiques de confinement, en profitant des ruptures de communication à l'époque du Covid, rappelez-vous. Et là, elle a étouffé le mouvement, mais pas par la guerre de l'information, tout simplement parce que les opposants à Hong Kong, on les entendait plus, on les écoutait plus et on ne savait plus où ils étaient. Donc, j'insiste lourdement sur ces questions-là. Étudier la guerre de l'information, c'est avoir une vraie culture longue des systèmes, de la manière dont ils s'expriment dans des séquences historiques très précises, et ne pas simplement faire un amalgame où on a subitement un adversaire, la Chine, et on va lui coller tous les post-it possibles imaginables dans toutes les déclinaisons des rapports de force. C'est pas si simple que ça. On va peut-être passer la parole. Alors, parce qu'on avait une dernière question sur la France, mais on peut peut-être justement en profiter, puisque le temps passe, pour passer la parole à la salle. On peut quand même mettre la dernière diapo, parce que je pense que c'est une question qui va revenir de toute façon. Si vous voulez faire circuler peut-être un micro, s'il y a des questions. Bon, tiens, je fais juste une remarque sur la remarque de Christian sur la Chine et la peur de sa population interne. Moi, je trouve toujours étonnant aujourd'hui, dans les médias notamment, la surestimation qu'on fait de régimes autoritaires dirigés par des personnes d'un âge certain. Tout ça est quand même assez fragile, et tu parlais de la Chine. On l'a vu quand la population chinoise a commencé à s'énerver suite aux mesures liées au Covid, où là, le Parti communiste chinois a fait machine arrière très très vite, parce qu'évidemment, quand une masse commence à s'énerver dans ces pays-là, ça peut faire mal. Donc tout ça pour dire que voilà, ne sous-estimons pas certes ces pays-là, mais n'en faisons pas des choses intangibles, des puissances intangibles par rapport à nos démocraties qui seraient soi-disant fragiles. La fragilité, elle est aussi dans ces régimes-là. Oui, bonjour. J'ai une petite question pour Christian Arbulot. Moi et mon collègue, on est des étudiants de M. Moinet, ça ne se voit pas, mais je le précise. Donc, je veux parler de la spécialité que je connais, qui est le numérique. Je suis un professionnel du numérique. J'ai été directeur informatique et je vais essayer d'évoquer un sujet qui, dans le milieu informatique, nous a beaucoup choqués. C'est le passage à Microsoft du ministère de la Défense en 2009. Alors, voilà, vous levez les bras, mais tout le monde s'en fiche. Alors, c'est quelque chose de moi qui a été très sensible à ces sujets d'indépendance stratégique numérique. Le ministère de la Défense avait fait un virage en 2004 pour passer sur Linux l'ensemble des postes. Et en 2009, puisque j'ai suivi ce sujet, et une personne de l'armée qui ne semblait pas avoir de maîtrise du numérique et de l'indépendance numérique a décidé, sans appel d'offres, de basculer vers les sirènes de Microsoft. Et là, on est vraiment sur quelque chose de stratégiquement très inquiétant. Si je reprends le sujet actuel, en faisant un parallèle avec l'Ukraine, Zelensky a fait demi-tour, entre guillemets, pour retourner vers Trump quasiment en 24 heures parce qu'il y a eu un arrêt des technologies de renseignement numérique. Parce qu'il y a eu l'administration Trump envers l'entreprise privée Maxar qui a dit « vous arrêtez le renseignement numérique auprès des Ukrainiens ». Nous, on s'est jeté au ministère de la Défense dans Microsoft. Mais moi, je vous demande quel est votre ressenti vis-à-vis de cette décision en 2009, avec maintenant un allié américain qui est capable de faire une coercition sur un acteur privé qui nous fournit les services numériques. Personnellement, ça m'inquiète beaucoup. Alors, votre question, pour moi, elle résume beaucoup de choses. Hein. Elle est très forte dans le sens où c'est pas possible d'en arriver là. Mais c'est la photographie de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, depuis 1945, le système français, au sens très large du terme, s'est habitué à être en logique de dépendance. Je cite toujours l'historien Georges-Henri Soutou,
donc universitaire, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment deux, La guerre froide et la guerre froide de la France. Et dans un de ces deux ouvrages, il explique comment, entre 1945 et 1947, des représentants de différents pays d'Europe, dont la France, y compris avec l'assentiment du général de Gaulle, sont allés aux États-Unis pour demander le soutien militaire des États-Unis en Europe, l'implantation de bases militaires durables, le retour, entre guillemets, d'une partie des GIs qui étaient là en 1945, et c'est une demande émanant des Européens. À partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, les habitudes ont été prises comme quoi, sur un plan géostratégique, la menace, entre guillemets, létale, militaire, nous ne pouvions la traiter qu'à partir de ce constat, c'est-à-dire la sécurité européenne devrait être garantie par le parapluie nucléaire dans un premier temps américain, mais aussi l'arme conventionnelle des armées des États-Unis d'Amérique. Ce qui veut dire que dans l'esprit de la haute hiérarchie militaire française, depuis cette date, il a été admis que s'il y avait une confrontation majeure que la France devait subir face à un ennemi, ça serait obligatoirement dans ce schéma-là de pensée. Et, j'en arrive à votre remarque, à partir du moment où on est d'accord pour penser la défense de la France dans ce schéma, il est normal que dans l'industrie informatique et dans tout ce qui en découle, finalement, ça ne soit pas choquant que on passe par Microsoft pour telle chose, comme on va passer par tout un tas d'autres systèmes américains. Alors, ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que, imaginons que les États-Unis d'Amérique, pour des raisons X ou Y, décident de se couper de l'Europe. Là, le drame auquel on va assister, c'est que tous nos systèmes de commandement militaire, mais pas seulement, tout notre système de défense militaire et civile serait totalement pris à contre-pied et devrait se réinventer. Vous avez bien compris qu'en ce moment, malgré les jeux de pression exercés par Trump, Vance et d'autres, il y en a qui allument des bougies tous les jours pour que le système précédent continue à exister d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui espèrent que Trump, c'est un mauvais moment à passer, 4 ans, et puis qu'après, on reviendra à de meilleurs auspices, à de meilleures relations, etc. Donc, on a un problème majeur, qui est que soit on comprend que l'évolution du monde actuel doit nous amener à changer complètement le logiciel, pour reprendre une expression de votre monde, ce qui veut dire remettre à plat tout notre système de défense. Et en particulier dans le domaine immatériel, et en particulier dans le domaine des réseaux informatiques, et en particulier dans le domaine de tout ce qui découle de ça. Là, ça sera très très douloureux. Vous avez bien compris que le prochain porte-avions nucléaire, on va le faire avec des catapultes américaines, que une partie de nos pilotes sont formés à un moment donné, de pilotes de l'armée de l'air, aux États-Unis, qu'il y a tout un lien, un nombre de liens qui ont été tissés depuis 1945, qu'on ne peut pas couper comme ça. Que vous savez très bien que Barkhane, vous en parliez, sans le système d'appui, pareil pour la guerre vis-à-vis de la Libye, ou d'autres,
on a toujours été en intégration très forte avec le système militaire américain. Les forces spéciales françaises, il faut le dire, sans le système américain, ne pourraient pas fonctionner aujourd'hui. Donc, on est un peu gêné aux entournures, si vous voulez. C'est-à-dire que si l'évolution du monde actuel aboutit au résultat que l'Europe doit se créer son propre destin, la révolution culturelle chinoise à côté, c'est du pipi de chat, quoi. C'est-à-dire que mais c'est la révolution culturelle chinoise poussée à la puissance 100 000 et pas en 3-4 ans, mais sur un siècle. Parce que pour changer les mentalités telles qu'elles existent aujourd'hui, au sein des services de renseignement français, au sein des services de sécurité français, au sein de la haute hiérarchie militaire française, au sein du SGDSN, au sein du pouvoir politique, de droite comme de gauche, d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche, d'accord? Mais comment on fait? Comment on fait? Donc, vous comprenez le cynisme de la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Tout le monde espère, en serrant les fesses, excusez-moi cette image, qu'on en revienne au système d'avant et qu'on fasse semblant. Et qu'on fasse semblant. Alors vous me direz, mais il y a eu l'épisode de Gaulle. Quand on lit un certain ouvrage, De Gaulle était allé très très loin après le départ du commandement intégré de l'OTAN. Il est resté dans l'OTAN, mais départ du commandement intégré de l'OTAN, puisqu'il avait même demandé aux services spéciaux français de voler une bombe nucléaire tactique dans une base américaine en Allemagne. C'était allé loin, l'histoire, quand même. Bon, là, on est en pure science-fiction. C'était un épisode à part, franchement. Donc, la réalité, elle est celle que vous avez évoquée. C'est pas un débat public. Elle est inassumable devant un électorat. Parce que si on pose les problèmes sur la table, il y a quand même des gens qui vont se poser des questions. C'est quoi le système de la sécurité de la France? Si en fait la réalité du système de sécurité de la France, c'est ce que je viens de dire, vous avez compris qu'il faut arrêter de regarder le CI, je suis désolé de le dire, parce que là, c'est même plus du public rédactionnel, c'est du vent. Mais il n'y a pas qu'à LCI, franchement. C'est l'ensemble du système média. Donc on est dans une situation très compliquée. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Une petite dernière. dernière, courte, hein? Oui, la réponse aussi. Mais c'était intéressant. C'était intéressant. Bonjour, merci. Je me demandais, on parle de la désinformation, de ses effets sur les élections, notamment en Europe, par la Roumanie, qui ont été désamorcées. Et quel est l'impact réel de la supposée désinformation sur le choix électoraux des personnes, des utilisateurs des réseaux sociaux? Parce qu'il y a un peu dans la littérature scientifique des études qui remettent en question justement est-ce qu'il y aurait un réel impact des réseaux sociaux dans la prise de décision politique? Alors selon le Conseil constitutionnel, ça n'a aucun impact, puisque Viginum, en 2022, identifie une opération de désinformation numérique lors de l'élection présidentielle. Ils en font un rapport qu'ils transmettent au Conseil constitutionnel. Donc ils constatent que le corps électoral, vous et moi, nous avons été l'objet de manipulations informationnelles de la part d'acteurs identifiés comme étant russes. Et le choix du Conseil constitutionnel juge de l'élection. Est-ce que ça a été d'informer le corps électoral qui était victime d'une manipulation, qu'il en avait été victime, pour qu'il puisse de lui-même dire « je réagis par rapport à cette manipulation. Je ne prends pas en compte ce que j'ai pu lire, qui est l'objet de la manipulation ».
La réponse n'a pas été celle-là. La réponse du Conseil constitutionnel, juge électoral, ça a été on n'en parle pas au corps électoral. On n'informe pas la cible de la manipulation informationnelle qu'elle a été victime d'une manipulation informationnelle. Donc de deux choses l'une. Ou le Conseil constitutionnel est incompétent et n'a pas compris les enjeux, ce que je ne saurais imaginer. Ça, c'est impossible. Ou alors, il a considéré que ça n'avait pas d'efficacité. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a les outils d'analyse sérieux, pas les petits graphes en étoile de pivoine qu'on voit un peu partout, les analyses sérieuses qui puissent démontrer le passage à l'acte, parce que c'est une chose de cliquer, de mettre un pouce, de retweeter, etc. Ça a été pensé comme ça d'un point de vue algorithmique pour que ça fasse plaisir et que ça produise de la sérotonine. Donc comment on fait la part des choses entre le comportement qui produit du plaisir et l'intégration cognitive de la stratégie de manipulation? Actuellement, on ne sait pas le faire. Donc en termes de guerre de l'information, on sait quantifier le résultat d'une stratégie informationnelle sur des opérations limitées. Je veux qu'un tel perde un marché, je veux qu'un tel ne soit pas candidat, je veux que candidat ne soit pas nommé, je veux que telle entreprise ne s'implante pas, je veux déstabiliser, je veux avoir une stratégie sur une loi pour qu'elle soit adoptée ou pas adoptée. Ça, on peut quantifier. Maintenant, les stratégies de masse, les stratégies d'accentuation des tensions sociétales, ce que Nicolas expliquait tout à l'heure, avec la fondation qui aide les victimes de violences policières réelles ou supposées, etc. On ne sait pas le quantifier, parce qu'on n'a pas les outils. Merci, on va peut-être arrêter là malheureusement. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous d'avoir pu assister à cette conférence. Merci aussi au personnel de l'IAE qui a été présent pour faire l'enregistrement. Un grand merci encore à nos intervenants pour cette belle conférence. Et puis on vous laisse avec un buffet qui vous attend dans la cafétéria de l'IAE. Merci.